Beau t-shirt de girafe. Ah bah, je m'assois. Oula, nous ne nous cassons pas la gueule en s'asseyant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de sclérose en plaques. Ah non, pas ça, pas ça. Alors, en fait, non, je vais vous parler en deux vidéos. D'abord, à la première, on va parler de poussée de sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'on vit ces premiers épisodes inflammatoires, quand on ne sait pas encore qu'on a la sclérose en plaques. Puis après, je vais vous parler de l'annonce du diagnostic. D'abord, bon, on a déjà parlé plusieurs fois, qu'est-ce qu'une poussée de sclérose en plaques? Mais c'est bon de commencer par ça, parce qu'avant de vous parler de mon ressenti lorsque j'ai vécu des poussées de sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est? Une poussée de sclérose en plaques, c'est en fait l'apparition ou la réapparition de troubles neurologiques qui durent plus de 24 heures, en dehors d'un épisode de fièvre, d'infection. Et en fait, ça peut être, par exemple, l'apparition de troubles visuels, un seul œil, en général, les picotements dans les mains, dans les pieds, une grande fatigue, mais vraiment au-delà de la fatigue chronique qu'on peut ressentir habituellement avec la sclérose en plaques, vraiment quelque chose qui te terrasse, quoi. Dès le matin, tu ne comprends pas. Il y a des problèmes donc, de motricité, il y a des problèmes aussi des troubles cognitifs, de mémoire, de concentration, fatigue intellectuelle, bref. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent? Je te dire deux choses. D'abord, on va distinguer quand on ne sait pas encore qu'on a la sclérose en plaques et quand on sait qu'on a la sclérose en plaques. Quand on ne sait pas qu'on a la sclérose en plaques, on ne sait pas que ce qu'on vit, c'est une poussée. On ne sait pas ce que c'est qu'une poussée. Et donc, ce qu'on fait en général, c'est on va aller voir son médecin généraliste. Et ah oui, il y a les troubles urinaires aussi qu'on peut avoir. Et donc, si jamais les premières poussées qu'on a, ce sont des troubles qu'on va dire invisibles, eh bien c'est très compliqué pour se faire reconnaître en tant que malade. Je vais essayer de te montrer mon beau t-shirt. Voilà. Et donc, les premiers troubles qui sont apparus chez moi, c'était la fatigue chronique. Il y a eu des problèmes visuels, des néphrites optiques à répétition. La néphrite optique, c'est quand tu as une baisse de l'acuité visuelle. Alors, au départ, on a dit, un enfant qui est fatigué. Bon, alors donnez-lui du jus d'orange, des vitamines. Voilà, c'était pas anormal. Puis après, il y a eu, là j'ai passé un examen. Donc on a dit, c'est normal, c'est du stress des examens. Bon, pareil. Puis c'est passé. Ça dure plus de 24 heures, mais en général, les premières néphrites optiques, si elles ne sont pas super fortes, du style, tu as vraiment des douleurs, ou tu as vraiment une baisse d'acuité visuelle qui dure très longtemps, ça peut passer. Moi, ça a duré 2-3 jours. Et puis après, j'ai pensé à autre chose qu'à ça. Parce que c'était la première année de droit. Et en fait, ce que ça m'a fait, c'est que je voulais réviser mon cours et j'arrivais plus à lire. C'était tout flou. Donc on a dit, elle était sous stress. J'ai dit à ma mère, lis-moi les papiers, j'arrive pas. Bon, j'ai raté la première année de droit, et l'année d'après, je l'ai eu. Alors après, il y a eu quoi comme autre trouble? En fait, c'était surtout la fatigue chronique qui était restée. Et puis, de temps en temps, j'avais des néphrites optiques. Et la fois où j'y suis allée, on m'a dit, je suis allée voir le médecin ophtalmologue, on m'a dit, comme j'étais fortement astigmate, ils ont dit que c'est un problème d'accommodation. Ils ont pas vu. Et on m'a fait changer des lunettes. À ce moment-là, j'ai eu très très mal. Et on a pensé que c'était à cause des lunettes. Et il y avait marqué sur le papier, parce que j'ai envoyé la fille au conseil de l'ordre, et bon, elle n'a rien eu parce que, en fait, elle se disait même, qu'est-ce que je fais là? Je comprends pas ce que je fais là. Parce qu'en fait, elle m'avait fait payer des lunettes très chères, pour au final, ça ne sert à rien, parce que j'avais une néphritite optique. Et je lui avais voulu, en fait, quand je lui ai annoncé que j'avais la sclérose en plaques, au lieu de me dire, bon, peut-être pas me dire, je suis désolée de ne pas avoir vu que c'était la sclérose en plaques, mais elle a eu des mots vraiment du style,
oh bah, je suis désolée, mais vous avez dépassé la garantie légale pour vos lunettes, alors je vous les rembourserai pas. C'était un truc au-delà de ces problèmes de remboursement, moi. J'avais au moins envie qu'elle soit humaine, quoi. Et rien du tout. Du coup, j'ai dit, allez, je vais l'envoyer au Conseil de l'ordre. Et en plus, il faut savoir que quand j'allais dans son cabinet, il y avait marqué, au fait, vous repupez les lèvres, elle faisait du botox pour les lèvres. Enfin, ouais, c'est du botox, je sais plus. Je crois que c'est l'acide hyaluronique. Enfin bref, elle faisait ce qu'on appelle des soins esthétiques. Et c'est vrai que quand je venais, alors j'avais des douleurs et qu'elle n'arrivait pas à savoir ce que j'avais, après elle m'a dit, je n'avais pas dit que j'avais des douleurs. Alors, bon, peut-être, enfin bref. Et c'est vrai que c'était, faites-vous regalber les lèvres en un clin d'œil. J'avais trouvé ça tellement une provocation, quoi. Je me suis dit, putain, celle-là, c'est pas un docteur, quoi. C'est plus un commerçant qu'un docteur. Et donc, voilà, j'avais eu vraiment la haine, quoi. Bref, donc il y a eu cette période-là, et là, on était déjà en 2006. Et pendant toutes ces années, en fait, il y a eu des néphrites optiques. Je le sais parce que quand on a fait les PEV, les potentiels évoqués visuels, on a retrouvé des traces de néphrites optiques antérieures. Donc, bon. Donc voilà, comme j'étais fortement astigmate, on me disait que c'était à cause de ça. Après, c'était mal aux lunettes, elle avait marqué. Oh, la formule, bref. Et voilà, qu'est-ce que j'ai. Après, en fait, j'ai eu des épisodes de vertige. On a pensé que, puis j'avais des picotements, on a pensé que c'était des crises de spasmophilie. Voilà. Donc on m'a donné des cures de magnésium. Ouais. Donc la fatigue, névrite optique, paresthésie, vertige. Et puis en 2006, en 2004, j'ai commencé à avoir des problèmes de lâchage de cheville qui se retournait. Bon, mais enfin, je continue à marcher, j'avais l'impression parce qu'à l'époque j'avais des talons, d'avoir mon talon qui était tombé et il était parti, alors en fait non. Après, il y a eu les troubles urinaires en 2005. Première fois que ça t'arrive, tu ne comprends pas. En fait, les émotions que je ressentais, c'était que what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais voir mon médecin, je lui en ai parlé, on va faire une CBU, rien, bon. Et puis, elle m'en a pas reparlé, donc moi non plus, je n'ai pas reparlé. C'était pas évident, parce que c'était quand même pas évident de parler de ces problèmes urinaires. En fait, j'allais aux toilettes et puis je faisais pipi et j'en sortais, j'avais encore envie d'y retourner. Une fois, j'ai eu un épisode d'incontinence anale, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Et puis, je ne pensais pas, en allant voir l'ophtalmologue, lui parler de mes problèmes urinaires. Voilà. Et puis voilà, et puis en 2007, là, il y a la première chute. La première chute, c'était, je marchais tranquillement, de retour de chez mon psy, qui était au centre-ville à l'époque, rue Foch, ouais, à Montpellier. Je marchais, Grand Rouge en Moulin, je crois que c'était en train de descendre. Puis d'un coup, je me suis retrouvée, j'allais dire le cul par terre, non, plutôt la tête par terre. Je n'avais pas compris ce qui s'est passé. Je me suis dit, mais quelqu'un qui m'a poussé ou quoi? Rien, personne derrière. Et j'ai pas compris. Et là, je suis allée voir un autre médecin, parce que le médecin de l'époque, le médecin de famille m'avait dit. Donc, je lui avais parlé de l'achat du suivi, bon, elle n'a pas prêté trop attention. Les problèmes urinaires, je n'en avais pas parlé. Si, j'en avais parlé, elle m'avait soigné. Elle m'avait donné une CBU à faire, j'avais pas ce que je dis, névrite optique. Je n'avais pas d'infection urinaire, donc voilà. Et puis après, donc je me suis dit, ben, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va enfin trouver ce dont je souffre. Et là, je suis allée voir un gars, alors lui il était quand même tarbé quoi. Et il pensait, d'emblée, il m'a dit, vous êtes maigre, toc, c'est pour ça que vous tombez. Voilà, vous êtes trop maigre. Donc, à l'époque, je faisais 42 kilos, je crois. Bref. Et là, avec moi, vous allez reprendre 10 kilos. Je dis, mais quel con déjà en plus. Me dire qu'avec moi, avec lui, j'allais reprendre des kilos, déjà c'était ne pas se rendre compte, il ne savait pas hein, forcément que j'avais un problème de dyspepsie fonctionnelle de gastroparalysie. Donc, si la personne elle est maigre, c'est parce qu'elle ne mange pas assez, le gars il cherche pas à comprendre quoi. D'office, il t'étiquette en disant elle est anorexique ou tu vois, alors que c'est bien plus complexe que ça. Bref. Donc, je prends un petit coup. Et à l'époque, il voulait savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, vous avez eu une dépression, machin, ok, pourquoi. Je dis, je savais pas, c'était la sclérose en plaques à l'époque, on savait pas. J'avais eu un trouble
Oui, j'ai oublié les troubles cognitifs. Oh là là, en 94, 95. Ouais, j'ai arrêté la fac à cause de ça, parce qu'en fait... Attends, j'arrête mon ordinateur. Ça me dérange. Je vais me concentrer. Voilà. En 94, j'étais j'avais eu la licence, en fait, j'ai mis 5 ans pour avoir le DUG, puis après la licence, j'ai eu les premiers coups. Et puis quand je suis rentrée en maîtrise carrière judiciaire, je voulais être avocate. Et là, j'avais des problèmes d'attention, donc j'étais encore fatiguée, hein, une fatigue chronique qui était déjà là, mais surtout, je travaillais mes cours, et le lendemain, j'avais tout oublié, de trou noir complet. Et en plus, je savais pas trop ce que je voulais faire, quoi. Enfin, j'ai dit que je voulais être avocate, mais dans quel domaine, carrière judiciaire, c'était large. J'étais avec Ludovic à l'époque, et puis à ce moment-là, j'étais en relation difficile avec mon père. À ce moment-là, il a eu un accident, il s'est cassé les côtes, c'était devenu insupportable. Je dis à ma mère, maman, je vais partir. En plus, le psy qui me suivait commençait à me dire que je souffrais de phobie sociale, parce qu'en fait, je commençais à avoir de l'anxiété, à plus vouloir aller à la fac parce que je me sentais pas bien, quoi. Et je me souviens une fois, on pourrait en parler des psy aussi, je m'étais mise en pleurs et elle m'avait dit bon voilà, c'est la fin de la séance, au revoir, payez-moi et puis cassez-vous, quoi. Et mon copain qui me récupère dans la voiture en pleurs et personne n'a rien compris à ce que j'avais, quoi. Donc j'étais super mal. Ma mère, en fait, le psy m'avait dit, ça a foutu vos parents si vous n'êtes pas bien, en gros. Je résume, hein. En fait, en gros, il disait, vous avez un problème de dépendance avec votre mère, il faut couper le cordon, donc prenez un appartement. Ma mère me disait, ben, je veux bien Christelle, mais tu travailles pas, alors ne mets pas la charrue avant les bœufs, mais ne mets pas la charrue avant les bœufs. D'abord, tu finis tes études, tu travailles, et après... Ah oui, j'ai oublié le travail aussi, quand j'avais essayé de travailler, j'étais fatiguée, et je disais à ma mère, ah, c'est trop fatigant, j'aime bien le boulot, mais c'est trop fatigant. Tu vas t'es habituée. Et je me suis jamais habituée. Bref, donc elle m'a passé un appartement, puisqu'elle en avait un qu'elle louait, et puis à ce moment-là, la personne était partie, donc elle m'a dit, bah vas-y. Elle a vraiment rien fait pour que je me sente bien, parce que j'avais pas, enfin, elle m'a pas accompagnée vraiment pour que je m'installe. Bon, mais je m'étais bien là-bas, sauf que j'ai commencé à déprimer. Enfin non, j'ai continué à déprimer, pour être honnête. J'ai arrêté la fac, j'ai arrêté le psy, je lui ai envoyé, en plus, c'était un malin foiré celui-là, je lui ai envoyé un chèque parce qu'il disait, si vous annulez une séance, que vous venez pas, vous devez me payer quand même. Bref, donc comme j'ai annulé 5 séances, je lui ai payé en disant, voilà, je viendrai plus. Alors que j'aurais pu annuler et puis c'est tout, mais je payais pas. Bref, donc j'ai arrêté la fac, j'ai arrêté le psy et j'ai arrêté avec mon fiancé, en fait. Et une fois, il était venu me voir. Il était tout content, hein. Tiens, un appartement, toute seule, je vais pouvoir. J'ai dit non, 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 non. Et puis, j'ai dit quand même, c'est vraiment, vraiment. Il m'aimait, il aurait essayé de m'aider, quoi. Il voyait bien que j'étais en souffrance, non? Au lieu de ça, il cherchait à profiter du fait que j'étais toute seule. Chouette, c'est quoi? Il n'y a pas les parents. Voilà, et au final, donc, on s'est séparés. Et, et quoi, et quoi? Et je me suis effondrée dans la dépression, la phobie sociale. Donc, phobie sociale, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pense, j'avais pas peur des gens, mais en fait, bon, je pense qu'il y avait d'une part le problème de la sclérose en plaques, mais en plus, mon éducation faisait que ma mère, quand j'étais petite, elle me serrait fort le bras pour dire que pas de caprice. En société, il fallait que je sois parfaite, quoi. Une enfant modèle. Et ça a joué quand même. Ça a dû contribuer à ma phobie sociale. Et en fait, il fallait vraiment que c'est comme si, quand j'étais à l'extérieur, il fallait vraiment presque que j'ai pas le droit de respirer, quoi. Je trouve que ça pue là. Ça a prouvé combien qu'on limite. On a trouvé un truc qui sent vraiment pas bon. Bref. Et donc, voilà, j'ai développé une phobie sociale avec une dépression. Et pendant 5 ans, je suis restée recluse chez moi. Et là, la sclérose en plaques, ben, j'ai pas eu d'autres troubles que la fatigue chronique et des problèmes donc de troubles cognitifs. À ce moment-là, donc le médecin m'avait dit d'aller voir là-haut, il y avait un beau psychiatre, il m'a mis sous antidépresseur, ça m'a cassé les dents parce que j'avais plus de salive qui protégeait les dents, bref. Et anxiolytique, puis à un moment donné, quand il a voulu me faire basculer sur le Deroxate, qui était le Stabon au Deroxate, bon ils ont dit le nom, c'est pas grave, qui était plus adapté à un problème de phobie sociale, j'ai dit, en fait j'ai tout arrêté parce qu'en 15 jours il m'a fait arrêter le premier, et quand j'ai commencé le deuxième, j'ai trouvé que
que je ne me sentais pas du tout bien, comme sur une pelle électrique. Et finalement, j'étais mieux sans médicaments qu'avec. Et du coup, j'ai arrêté. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui était préparé une thèse en droit. Et puis je trouvais ça intéressant, son sujet. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais reprendre les études. J'ai dit à ma mère, je cherchais sur Internet, parce qu'à l'époque, j'étais une folle d'Internet. J'ai commencé en 98. Ouais. Je lui ai dit à ma mère, écoute, je ne sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas, je sais que il faut que je prenne Internet. Et à l'époque, j'ai connu les modems, enfin, c'était une horreur. La connexion était horrible. Donc voilà, donc à ce moment-là, j'ai trouvé grâce à Internet qu'on pouvait s'inscrire à Grenoble, à la fac de Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, pour passer à une maîtrise par correspondance. Je dis à ma mère, j'envoie un dossier, s'ils me reçoivent, s'ils acceptent mon dossier, ma candidature, et ben j'ai le fait. Et puis j'ai le fait. J'ai été acceptée. Et en fait, du jour au lendemain, je me réveillais à midi, 1h du matin, 1h du matin, 1h d'après-midi, quand ma mère est rentrée parce qu'à l'époque elle travaillait. Et c'est vrai que ça, j'en avais pas souvent parlé. Et donc en fait, je passais mes nuits sur Internet, sur les forums, on discutait avec d'autres personnes qui avaient la phobie sociale, la dépression. J'avais fait un stage une formation sur le langage HTML pour faire des sites, etc. Et puis, je passais mes nuits sur Internet parce qu'en fait, j'étais une paniqueuse, en fait. J'avais des attaques de panique, ce qui a fait que je suis devenue phobique sociale aussi. C'est que j'étais pas bien chez moi non plus, mais c'était encore pire à l'extérieur. Et donc, du jour au lendemain, au lieu de me réveiller à midi, je me suis réveillée à 8h. Ouais, parce qu'il fallait bosser, quoi. Donc, on m'avait donné une liste de livres à acheter, une liste de cours, et c'était enfin, le programme de cours, c'était à moi de faire mon cours, quoi, toute seule. Et puis, 2 fois par an, on allait sur place à Saint-Martin-d'Air il y avait des travaux dirigés, et après, il y avait des examens. Il y avait deux séries d'examens en février et en juin. Et moi, j'ai tout passé en juin. J'aurais dû en passer une dizaine, quoi. Et il a fallu donc que je reprenne le transport en commun. Donc je suis allée en train. Et je sortais de ma dépression comme ça. Et tout le monde n'a rien capté, quoi. Même mon psy, il a halluciné, quoi. Et puis bon, j'ai eu ma maîtrise. De justesse, mais je l'ai eue. Ouais. Alors ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'à l'oral, il y avait un prof, un plan de la construction, qui m'avait posé une question. Je comprends. Moi j'avais appris sur des bouquins, hein, c'était pas évident toute seule. Et puis lui, il pensait que presque j'étais encore à la fac l'année d'avant, alors que ça faisait 5 ans que j'avais arrêté. Et il me sort un truc, mais je lui dis, ouais, mais ça, c'est un détail, ça veut dire, je vous invite à d'autres questions, ça, c'est un truc qui a été étudié avant. Moi, ça fait quand même 5 ans que j'ai arrêté la fac. Puis il me fait, non, c'est pas un détail. Moi, il m'a mis 6, il paraît que je mettais des zéros. Hein. Moi, il m'a mis 6, ça m'a suffi pour que je passe parce que j'avais eu des bonnes notes à l'écrit, bref. Voilà, donc j'ai eu ma maîtrise. Et après, j'ai voulu, parce que j'avais repris les études pour ça, faire un DESS. Bon, maintenant ça s'appelle des Master 2. Un DESS en droit de propriété intellectuelle. Et j'ai pas été reçue. Du coup, j'ai cherché sur Internet, encore grâce à Internet, j'ai trouvé un DESU, droit des professions et des activités artistiques sur Aix-en-Provence, qui est devenu après un Master. Donc un Master 2, donc un DESS, quoi. Et là, j'ai posté ma candidature, j'ai été refusée, et j'ai pris le téléphone ou l'email, je ne sais plus, j'ai demandé à la personne que j'avais été voir sur Aix-en-Provence, ma mère m'avait amené, voilà, et je lui ai demandé pourquoi, parce que vous m'avez refusé, voilà. Et il m'a expliqué en fait qu'il avait peur que, vu la distance, Montpellier-Aix, que j'abandonne en cours de route. Alors je lui ai dit que non, j'étais très motivée, tout ça. Et puis j'y suis allée, en fait c'était 1 semaine par mois, il fallait y aller. Et à l'époque, en même temps, j'avais les vaches de charge, je me souviens. Alors, moi, j'aurais pas dû partir parce qu'il fallait quelqu'un qui ait certificat de capacité pour s'occuper des chars. Bref. Il y avait mon père qui était là, ma mère, et moi j'y allais au départ toute seule. Et puis au mois de décembre, elle s'est rendue compte que je commençais à fatiguer. La petite poussée de sclérose en plaques. Et elle m'a dit, bon, je vais t'accompagner en voiture. Donc on est allés ensemble en voiture, c'était des bons moments. Aix-en-Provence, j'ai trouvé ça super, vraiment une super ville. J'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai eu mon master avec mention assez bien. Et puis il fallait faire le stage, j'ai fait un stage à Montpellier dans une maison d'édition. Puis après quand je suis revenue à Montpellier, quand j'ai eu ce master, je me suis dit, ah, j'ai envie de continuer. Non, à ce moment-là, attends, en 2014,
En même temps, mais j'étais folle, j'avais l'élevage de chats, j'avais la formation à Aix-en-Provence, et en plus, je m'étais mise en tant que juriste bénévole à la CLCV, l'Association de défense des consommateurs. Et c'est là où je suis tombée sur une pub pour le DU de droit de la santé à Montpellier. Je me suis dit, je vais continuer là-dessus. Parce que là, je commençais à avoir des troubles neurologiques. Et j'avais des problèmes d'insomnie, enfin bref. Et oui, c'est là où j'ai commencé en 2014, en 2004, pardon. Je parle pas de 2014, c'était en 2004. Donc des chutes, des mini-chutes. Enfin, j'avais la cheville qui allait de travers en marchant. Et je commençais à m'interroger ce que j'avais. Et là, donc, j'ai fait un livre de droit à la santé, je trouvais ça intéressant. Et surtout, après, donc, j'ai voulu continuer par un master 2, parce que j'avais la maîtrise. Et là, il a fallu que, que je lui mette des sous, parce que c'était cher. Je crois que c'était... Comment c'était? Je sais plus, enfin bref. C'était pas donné. Et là, donc, j'ai continué. Et puis, je me souviens, il y avait des cours sur la maladie rare. Et je me suis dit, attends, mais s'ils ne trouvent pas ce que j'ai, c'est peut-être que j'ai une maladie rare, tu vois. Et puis à ce moment-là, j'ai voulu continuer par une thèse, parce que j'avais bien sympathisé avec ma prof de droit pharmaceutique. C'était une avocate sur l'île et à New York, je crois qu'elle allait, ouais. Elle était avocate internationale. Et puis elle a accepté d'être ma directrice de thèse. Donc, je sais après ça a été un peu difficile parce qu'elle venait plus sur Montpellier, enfin bref. Mais on est allé jusqu'au bout et j'ai eu ma maîtrise. Et entre-temps, j'ai appris qu'il y avait la sclérose en plaques en 2017. Non, 2007. Qu'est-ce que je dis? Donc je reprends. En 2006, j'ai eu mon master 2 avec mention assez bien. Et puis je suis rentrée en première année de doctorale. Et c'est là, en 2007, que j'ai appris qu'il y avait la sclérose en plaques. Voilà. Et les poussées que j'ai eues, c'était essentiellement donc en 2006-2007 des problèmes de. Ben là, j'ai commencé à avoir des problèmes de motricité qui sont revenus parce que je me souviens, parce qu'en même temps j'avais l'élevage de chat toujours, hein, je l'ai arrêté en 2005, l'élevage de chat, qui a été intoxiqué par une mycotoxine. Donc, c'est ça, ouais. J'avais refait une portée quand même en 2008, une dernière portée. Mais bon, j'avais arrêté l'élevage. J'avais stérilisé tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, en 2005, j'étais en train de passer l'aspirateur en bas, là où il y a les chats, sur le tapis. Ouais. Et à ce moment-là, j'arrivais plus, j'avais plus de force. J'avais plus de force de passer ce putain d'aspirateur et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? C'est pas possible que les médecins ne se rendent pas compte. Ça fait quand même des années que j'ai un problème. Et là, je vais voir le médecin et ce con là, il me sort ah oui, parce que je ne vous ai pas raconté, donc il m'avait demandé mais pourquoi vous êtes dépressif, machin. Je lui ai raconté des abus sexuels, enfin raconté, juste évoqué. Ah, vos parents, ces enfoirés, ils n'ont pas protégé. C'est quoi ce mec? J'avais pas du tout envie de lui raconter mes histoires d'infection, de problèmes urinaires. En plus, quand j'avais dit j'avais mis mal à dormir la nuit, il me disait essayer l'onanie, soit faire des trucs, mais il était taré ce mec. Bref, et donc du coup, là, j'étais à l'overdose. J'ai dit stop, on ne peut plus. Parce que je souffrais en silence, quoi. Et personne ne voulait me dire que oui, c'était. Enfin, là, ça devenait vraiment trop. Et puis, donc, je me suis effondrée en larmes sur le tapis. J'ai continué quand même à passer l'aspirateur avec la main en me disant je ne veux pas de me retrouver, comment dire, d'être empêché. Il fallait continuer à faire ce ménage parce que les chats, ouais, j'aurais pu demander à ma mère, enfin bref. Et à ce moment-là, je me suis dit, si demain je vais aller chez le médecin, l'ancien médecin que je voyais avant, à qui j'avais parlé des troubles urinaires et de problèmes de cheville, et si elle ne voit pas ce que j'ai, là, je vais aux urgences. Là, c'était trop. Et puis, je suis allée la voir, et là, dans ma manière de marcher, elle a trouvé ça bizarre. Elle m'a fait passer le test de Babinski, donc tu as les pieds comme ça, et puis tu fais passer un truc comme ça, et elle m'a dit vous avez des troubles neurologiques, d'origine neurologique, allez voir en urgence un médecin neurologue. En urgence? Tu oses parler d'urgence? Alors là, j'étais excédée, quoi. Enfin, j'ai rien dit sur le coup, hein. Je me suis dit, enfin,
elle me croit. Donc j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché un neurologue qui a accepté le plus tôt possible. Au bout d'un mois, c'est ça. Non, il y en a il fait attendre un mois, l'autre il m'a pris assez rapidement. Donc je suis allée le voir, il m'a fait passer une série d'examens, donc test sanguin, radio du thorax, 2 IRM cérébral médulaire. Et puis au bout d'un mois, ben, je suis arrivée avec les résultats. Il y avait marqué déjà avant de parler des résultats, quand je suis sortie de chez lui, j'ai vu, parce que moi il y avait marqué que c'était pour l'IRM, mais moi, c'est mal me connaître. Hein. Donc j'ai ouvert la lettre et j'ai vu myéline, point d'interrogation. Je me suis dit, c'est quoi ça la myéline? Vite sur internet, myéline, et là je tombe sur le bouquin de Arnaud Gaudelier, Je ne pas que ma sclérose. Pourquoi ça m'amène sur la sclérose en plaques, c'est quoi ça? Alors je dis à ma mère, vraiment je crois que je vais commander ce bouquin pour savoir si c'est ça ce que j'ai. Donc j'ai commandé le bouquin, je pense par Amazon, et là j'ai eu l'histoire d'Arnaud Gaudelier, et je me suis dit, mais c'est ça ce que j'ai? Ça doit être ça. Oh, j'ai dit, t'as vu ça? Il est soigné par les piqûres. Et puis bah, après avoir passé les IRM, où il y avait marqué l'hypersignaux, dont un qui serait aussi. Non, il y avait 12 hypersignaux, dont un qui serait aussi en produit de contraste. Et là, le gars qui m'a dit, ouais, vous avez qui comme neurologue? Ah, vous allez bien soigner, allez, hop. Voilà, bref. Donc, c'est passé comme ça. Et puis, bon, bah, quand j'étais voir le neurologue avec ma mère, en sachant que c'est ce même neurologue, enfin, il fait partie du même cabinet que la neurologue qu'il a eu après, quelques années plus tard pour la SLA, hein, ça je t'en reparlerai plus tard. Et là, dans son cabinet, donc bah, il m'a annoncé que j'avais la sclérose en plaques. Alors comment ça s'est passé? Il était très prudent. En fait, il avait un peu de savoir comment j'allais réagir. Et puis quand il a commencé à me dire, oui, ça ressemble un peu à une sclérose en plaques. Et moi, je lui fais, docteur, je m'en doutais. Et là, il me fait, ah, c'est une sclérose en plaques. Je suis formelle. Voilà. Je m'en souviens toujours parce que bon, les premiers mots qu'on me dit, c'est. En fait, dès le début, parce que moi, en fait, à ce moment-là, j'avais des picotements au niveau de l'abdomen. C'est-à-dire que sur les. Voilà, sur la peau de l'abdomen, et puis je me réveillais en pleine nuit avec des picotements dans les mains, j'arrivais pas à dormir, tu sais. C'est là où le gars m'avait dit, personne à l'onanisme, bref. Et, et là, il m'a proposé, on était un vendredi, c'était le vendredi 20 juillet 2007, cinéma. Et il m'a dit, je prends un rendez-vous avec la clinique, vous rentrez dès lundi, 9h, pour 3 heures de bolus de cortisone. Rentre chez moi, j'ai dit à ma mère, c'est quoi ce traitement là? 1 gramme pendant 3 jours? Mais je vais pas, il va me tuer ce mec là. Et donc dès lundi j'ai annulé, la secrétaire j'ai appelé, j'ai annulé. Mais pourquoi? C'est pour votre bien qu'il m'a fait ça. Il a bien fait parce qu'en fait, contre lui, il n'y avait rien, il n'y avait pas de recherche de s'il y avait une infection urinaire, il y a un risque d'allergie. En 2008, il m'a fallu en fait quelques mois avant que j'aille revoir un autre neurologue, que j'accepte. Elle m'a hospitalisée pendant 5 jours avec un contrôle. En fait, elle m'a fait passer une ECBU pour voir si j'avais pas d'infection urinaire. Elle a fait aussi un électrocardiogramme. Elle m'a mis sous surveillance médicale quand même pendant 5 jours. Et après, bah, tiens, je vous raconterai, si ça vous intéresse, mon premier bolus de cortisone. Ouais, En fait, c'était la première fois que j'étais hospitalisée. Parce que quand j'étais petite, j'avais 50 pour les amygdales, enfin bref. Donc voilà, alors après, une fois là, je t'ai parlé de quand tu sais pas que tu as la sclérose en plaques, quand tu as la sclérose en plaques, enfin que tu sais que tu as une sclérose en plaques, et ben moi, en fait, donc bon, je suis sortie de mon bolus, après je suis retournée voir le neurologue, qui a constaté que ça allait mieux. On refait passer une IRM, je pense, mais rapidement après, en décembre, j'ai eu un épisode de neurite optique. Et là, elle m'a soigné à coup de Synecten, une injection intramusculaire, et ça m'a rendu malade. J'avais envie de me jeter sous les trains. Et je lui disais, mais docteur, comment je vais savoir que j'ai une poussée? Est-ce que ça, c'est une poussée, quoi? Elle n'osait pas me le dire, enfoiré. Et elle me dit, c'est moi qui vous dirai quand vous aurez une poussée. Alors je dis, ah, c'est bon, je dis à ma mère, ce genre de neurologue, moi, j'en veux pas.
parce que je veux être acteur de ma santé, quoi. Je me demande comment, bien sûr, c'est elle qui va confirmer, c'est une poussée, mais qu'elle puisse m'aider, me dire ce que c'est qu'une poussée, parce qu'elle m'a rien du tout. Vous avez un doute, vous m'appelez et vous venez me voir, quoi. Et donc j'ai changé pour la 3e fois de neurologue. Je ne suis pas restée avec le premier parce qu'il m'a fait peur. La 2e aussi. La 3e, je suis restée. Et lui, là, il m'a prescrit donc la Copaxone. Au début, c'était tous les jours. Et puis, bah, ma mère, elle m'a pas poussé trop à le faire. Elle me dit, oh, qu'est-ce que tu vas jamais arriver à te faire des piqûres tous les jours. Bon, bref, donc, il m'a fallu 3 ans avant que j'arrive à accepter la chose. Et puis après, en 2010, je suis allée voir le professeur Labauche parce que j'ai découvert, alors, en fait, il y avait une conférence à l'APF. Et puis c'est comme ça que j'ai su que c'était le roi de la cèpe. Et j'avais bien aimé parce qu'il était humain, quoi. Je me suis dit, ça me change. Pour une fois, quand on trouve un neurologue humain, bon, l'autre, il était pas mal aussi, mais il était un peu plus froid, bref. Et donc, voilà, donc, j'étais le voir, c'était à la maison de la mutualité à Montpellier. Puis après, une fois à Nîmes, il m'avait fait passer une journée là-bas. Et puis après, il est reparti. Moi, je suis partie en voir un autre de neurologue parce que il n'était plus là. Je ne sais plus comment c'est passé, bref. Puis après, il y a eu ma mère qui a déclaré la SLA. Enfin bref. Donc après les poussées, j'en avais à peu près une tous les 10 mois. Et à ce moment-là, en fait, quand tu commences à avoir les premiers symptômes de la poussée, tu te dis, ah non, c'est pas une poussée, ah non. En fait, t'es pas bien. Parce que tu sens, tu te dis, est-ce que c'est une poussée ou est-ce que c'est pas une poussée? Il faut attendre au moins 24 heures. Alors, bah, t'attends au moins 24 heures et puis là, t'appelles le neurologue pour lui dire que je crois que c'est une poussée. Donc, tu vas voir le neurologue qui le confirme ou pas. Et puis là, bah, il te met en route un bonus si c'est une poussée. En général, les poussées que j'avais à ce moment-là, c'était des poussées de motricité, quoi. J'ai pas eu des petites poussées. Ouais, j'ai eu une névrite optique. On n'a rien fait. C'est vrai, la fois où j'avais eu un problème à la main gauche et la névrite optique, j'ai rien fait. Bon, j'ai gardé les séquelles au niveau de la main gauche. C'est pour ça que je me dis que déjà, j'étais déjà en mode progressif. C'était en 2010. Parce que c'était le 10 mai 2010, j'ai commencé la Copaxone. Voilà. Et à l'époque, la bouche, il disait que j'étais pas en urgence thérapeutique. Parce que ça faisait plus de 20 ans que j'avais la sclérose en plaques. C'est lui qui a été le premier à bien vouloir reconnaître que j'avais la maladie depuis longtemps. Et donc, j'étais encore debout. Donc, c'était une forme bénigne. Bon, après, depuis maintenant, il dit plus ça. Hein, mais voilà, mais c'est pas facile, franchement. Alors, pour savoir si on a une poussée, ben, c'est confirmé par le neurologue, mais ce qu'on ressent quand on a une poussée, c'est « oh non, pas une poussée », quoi. On ne sait pas, en fait, c'est cette période-là, un peu, où tu flottes en te disant « est-ce que c'est une poussée, est-ce que c'est pas une poussée ?» T'as un premier symptôme qui arrive, puis un deuxième parfois, peut-être un troisième. Enfin, bon, soit tu as que des troubles visuels, soit tu as des problèmes pour la marche, tu peux avoir aussi donc des problèmes de paresthésie, voilà, des problèmes d'équilibre, ça peut être plein de choses. Les problèmes urinaires, ah oui, ça, les problèmes urinaires, souvent on avait poussé, j'avais l'incontinence urinaire. Maintenant, c'est plutôt un type de rétention, mais à l'époque, c'était. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, j'avais compris, hein, je me portais des protections, parce que sinon, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Bah écoutez, je sais pas combien j'en suis là. Je pense que je vais m'arrêter là. Ah, je descends. Ouais, je vous parle depuis combien de temps? Je vous parle depuis 33 minutes. Waouh! Quelle chance vous avez! Voilà. Donc, est-ce que je vais vous poser la question, est-ce que vous appréciez ce genre de vidéo où je parle un sujet et je vous parle. Bon, après, j'ai quand même. Je potasse ma question, mais voilà, je me laisse parler pour parler un peu plus en profondeur et un peu plus sur les émotions que j'avais ressenties, essayer de me remettre un peu dans comment c'était à l'époque. Attendez, parce que je regarde l'heure, parce qu'il faut que j'aille manger, je crois. 20h32. Est-ce que j'ai le temps de faire la deuxième vidéo? On va peut-être la faire. Alors, par contre, je vais baisser un peu le niveau, parce que... Allez, ciao, ciao!